Il fut un temps où le nom de Jean-Jacques Goldman remplissait les plus grandes salles et stades, un temps où sa voix et ses paroles unissaient des générations d'auditeurs. Avec des succès intemporels comme « Il suffira d'un signe »,« Quand la musique est bonne »,« Envole-moi » et « Puisque tu pars », il était bien plus qu'un simple auteur-compositeur-interprète. Il est devenu la bande-son de la vie de millions de personnes dans le monde francophone. Ses albums, d'entre gris clair et gris foncé à En passant, ainsi que ses collaborations emblématiques avec Céline Dion sur Deux, ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique. Mais aujourd'hui, alors qu'il approche de ses 80 ans, l'homme qui autrefois était sous les projecteurs mène une vie bien éloignée de la célébrité. Son histoire n'est pas celle d'une gloire sans fin, mais celle d'un retrait discret façonné par les pertes, les sacrifices et le poids des souvenirs. Comment un homme tant aimé du public a-t-il choisi un silence presque total, et à quoi ressemble sa vie aujourd'hui? Des débuts modestes à une ascension sans pareille. Jean-Jacques Goldman est né le 11 octobre 1951 dans le 19e arrondissement de Paris, au sein d'une famille marquée par la résilience et la survie. Ses parents étaient des immigrants juifs portant le poids des tragédies du XXe siècle. Sa mère, Ruth Embrun, avait fui l'Allemagne nazie en 1933 à l'âge de 12 ans, laissant derrière elle la maison et la langue qu'elle chérissait. Elle reconstruisit sa vie en France, où elle puisa sa force dans l'apprentissage et poursuivit sa passion pour l'éducation, obtenant même son baccalauréat à l'âge de 70 ans. Son père, Alter Goldman, originaire de Lublin en Pologne, était un communiste engagé qui combattit dans la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses expériences de persécution et de courage ont profondément façonné l'environnement dans lequel Jean-Jacques a grandi. Goldman était le troisième de 4 enfants. Il partagea son foyer d'enfance avec sa sœur Evelyne, qui devint médecin, et son demi-frère Pierre, futur intellectuel engagé. La famille vivait modestement, tenant un petit magasin d'articles de sport à Montrouge. Malgré les défis matériels de l'après-guerre, les premières années de Goldman furent décrites comme heureuses, mais solitaires. Contrairement à d'autres enfants attirés par les terrains de jeux animés, Jean-Jacques était souvent introspectif, observant le monde qui l'entourait avec une curiosité silencieuse. L'histoire et les valeurs de ses parents lui insufflèrent un profond respect pour le travail et une grande humilité. La musique entra dans sa vie progressivement, mais de façon décisive. Comme beaucoup d'enfants, il suivit d'abord des cours formels, piano et violon, entre 7 et 17 ans. Mais c'est au sein des Éclaireurs de France, mouvement scout laïque, qu'il découvrit sa véritable passion. Autour des feux de camp, dans un esprit de camaraderie et d'histoire partagée, Goldman tomba amoureux de la guitare. Contrairement à l'univers structuré de la musique classique, la guitare lui offrait une liberté d'expression, la possibilité d'accompagner les voix et de créer un lien émotionnel avec les autres. C'est là que germa la graine de sa future carrière, non sur une grande scène, mais dans la joie simple de chansons partagées sous les étoiles. À l'adolescence, ses goûts musicaux s'élargirent. Il fut attiré par les chansons engagées de Bob Dylan, l'énergie brute du rock et la ferveur du gospel. Ses premiers pas comme interprète furent modestes. Il rejoignit un groupe de gospel paroissial, les Red Mountain Gospelers, où il jouait de l'orgue et de la guitare. Plus tard, il fonda son propre groupe, The Phalansters, inspiré des idées utopiques du philosophe Charles Fourier. Ces premiers groupes se produisaient dans de petites salles, des foyers étudiants et lors de bals locaux, reprenant des morceaux de folk, de blues et de rock. À cette époque, Goldman ne rêvait pas de célébrité. Son objectif était de faire danser les gens, de gagner un peu d'argent et de partager la joie que procurait la musique. En 1975, sa trajectoire prit un tournant professionnel lorsqu'il rejoignit Taifong, un groupe de rock progressif mêlant arrangements complexes et paroles en anglais. Bien que le groupe connût un certain succès, notamment avec le titre Sister Jane, Goldman comprit vite que son avenir se trouvait ailleurs. Un concert de Léo Ferré changea sa vision.
il y découvrit la puissance des mots en chanson française et décida de composer et chanter dans sa langue maternelle, persuadé que la musique en français pouvait émouvoir aussi profondément que le rock anglo-saxon qu'il admirait. Ses premières tentatives en solo, à la fin des années 1970, passèrent inaperçues. Mais en 1981, sa persévérance fut récompensée. Son premier album solo, officieusement intitulé Démodé, révéla le titre « Il suffira d'un signe », qui lança une carrière hors du commun. Au milieu des années 1980, avec des succès comme « Quand la musique est bonne »,« Je te donne »,« Envole-moi » et « Là-bas », sa musique était omniprésente, à la radio, dans les foyers et dans le cœur de millions de personnes. Ses paroles, pleines de sensibilité, donnaient une voix aux rêves et aux luttes du quotidien, faisant de lui l'un des artistes les plus aimés de France. Pourtant, même sous la lumière des projecteurs, Goldman resta fidèle à ses principes. Il refusa les couvertures de magazines, interdit l'utilisation de son image pour vendre des disques et déclina les contrats publicitaires. Pour lui, la musique était un lien, non un outil de célébrité. Son malaise face à la notoriété le conduisit progressivement à l'un des retraits les plus remarquables de la vie publique dans l'histoire de la musique moderne, le poids du chagrin et le coût des tragédies. Derrière la carrière célébrée de Jean-Jacques Goldman, à l'abri des applaudissements et des critiques élogieuses, se cachent des peines personnelles qui ont silencieusement façonné son chemin. Alors que sa musique a réconforté des millions de personnes, son propre cœur a porté le poids d'événements dévastateurs qui ont transformé sa vision de la célébrité, de la vie publique et même de la musique elle-même. Le plus marquant de ces événements survint en septembre 1979, lorsque son demi-frère, Pierre Goldman, perdit la vie à Paris dans des circonstances demeurées mystérieuses et sujettes à débat. Pierre était une figure complexe, un intellectuel aux convictions fortes, connu pour son engagement durant les années 660 et 70, marqué par de profondes turbulences politiques. Il avait été acquitté en 1976 d'accusations graves liées à un braquage ayant malheureusement causé des pertes humaines. 3 ans après sa libération, Pierre fut visé lors d'un incident qui choqua le pays. Un groupe d'extrême droite revendiqua l'action, mais personne ne fut jamais identifié ni jugé. Pour Jean-Jacques, le chagrin fut immense. Pierre n'était pas seulement un membre de sa famille, mais aussi un homme qui, malgré leurs différences, incarnait le courage et la passion. Fidèle à sa discrétion, Goldman ne fit aucune déclaration publique, préférant exprimer sa douleur par son art. La bouleversante ballade d'adieu « Puisque tu pars », sortie en 1987, est largement interprétée par ses proches comme un hommage à Pierre. Une manière de dire adieu que les mots hors de la scène ne pouvaient formuler. Mais fidèle à sa nature réservée, Goldman ne confirma ni ne réfuta jamais ses interprétations, laissant le message universel de séparation de la chanson parler de lui-même. Les peines de cœur dans la vie de Goldman ne s'arrêtèrent pas là. En décembre 1989, un autre drame frappa, mêlant à nouveau son univers artistique à une perte intime. Sirima Wiratunga, la jeune chanteuse talentueuse qui avait chanté à ses côtés sur le titre emblématique « Là-bas », disparut à seulement 25 ans. Jean-Jacques avait remarqué Sirima pour la première fois alors qu'elle chantait dans les couloirs du métro parisien, sa voix surplombant le tumulte quotidien des voyageurs. Reconnaissant son talent rare, il l'invita à collaborer, lui offrant une opportunité qui aurait pu ouvrir la voie à une carrière remarquable. Leur duo devint l'un de ses morceaux les plus précieux, son message d'aspiration et de rêve d'ailleurs touchant profondément le public. La disparition de Sirima, dans des circonstances personnelles douloureuses, fut un choc pour Goldman et pour la France entière. Le sentiment d'une promesse interrompue le marqua profondément, lui rappelant encore une fois la fragilité de la vie. En 2001, un autre coup émotionnel frappa lorsque Carol Fredericks, son amie proche et collaboratrice au sein du trio Fredericks Goldman Jones,
disparut subitement d'un problème de santé alors qu'elle était en tournée à Dakar. Carole n'était pas simplement une partenaire musicale, elle était une véritable sœur de cœur. Aux côtés de Michael Jones, ils avaient créé une musique mêlant leurs voix et cultures distinctes, offrant au public des chansons empreintes de chaleur, d'espoir et d'unité. La perte de Carole laissa un vide que personne ne pouvait combler. Lors de ce qui allait devenir sa dernière tournée en 2002, Goldman veilla à honorer sa mémoire, dédiant des morceaux à son ami et partageant son deuil comme il l'avait toujours fait, par la musique. Au fil du temps, ces pertes successives ont profondément influencé le rapport de Goldman à la célébrité et au regard du public. L'homme qui avait rempli les plus grandes salles choisit peu à peu de se retirer, cherchant refuge dans une vie plus privée. Chaque drame approfondit sa conscience de la brièveté et de la valeur de la vie. Pour un artiste si sensible, dont les chansons ont toujours exprimé la vulnérabilité humaine, le prix de ses douleurs personnelles devint indissociable du monde qu'il avait autrefois acclamé. Son éloignement progressif ne naquit pas de l'amertume, mais d'un désir de paix, de réflexion et d'une existence où il pouvait se souvenir et honorer ceux qu'il avait perdus, loin des projecteurs. Un retrait délibéré, choisir la famille et la paix. Alors que Jean-Jacques Goldman traversait la quarantaine et la cinquantaine, le rythme de sa vie commença à évoluer. Après des années de tournées incessantes, d'enregistrements et de créativité qui avaient fait de lui l'une des figures les plus admirées de la musique française, il se mit à réfléchir à ce qu'il avait laissé derrière lui. Son premier mariage, avec son amie d'enfance Catherine Morlaix, avait commencé en 1975. Catherine était psychologue, et ensemble, ils avaient fondé une famille à l'époque où la carrière de Goldman atteignait des sommets. Ils accueillirent 3 enfants. Caroline, née en 1975, qui suivit les pas de sa mère en devenant une psychologue pour enfants reconnue. Michael, né en 1979, qui se fit un nom dans l'industrie musicale en cofondant My Major Company. Et Nina, née en 1985, qui choisit une carrière en pédiatrie. Bien que leur vie de famille ait pu sembler solide aux yeux du monde, les exigences du métier de Goldman eurent un impact. Ses tournées, sessions en studio et engagements d'auteurs-compositeurs l'éloignaient souvent de chez lui pendant de longues périodes. Ses amis et collègues remarquaient que, bien que dévoué à ses enfants, il peinait à trouver l'équilibre entre sa passion pour la musique et son rôle de père et de mari. En 1997, le mariage se termina par un divorce, une décision privée, mais qui marqua un tournant dans sa vie personnelle. Goldman confia à ses proches qu'il regrettait d'avoir été si souvent absent durant les années formatrices de ses enfants à cause de sa carrière. En 2001, désireux d'un nouveau départ, Goldman épousa Nathalie Tu Hoang Lagier, une brillante mathématicienne de 28 ans, sa cadette. Leurs chemins s'étaient croisés lors d'un concert en 1995, lorsque Nathalie, alors étudiante, s'était approchée de sa loge et une amitié était née, évoluant peu à peu vers une relation plus profonde. Nathalie, née en 1979 et d'origine vietnamienne, avait construit un parcours académique remarquable, obtenant l'agrégation de mathématiques et un doctorat en mathématiques pures. Avec elle, Goldman trouva une partenaire dont les aspirations intellectuelles et la discrétion faisaient écho à son propre désir d'une vie plus simple et ancrée. Ensemble, ils eurent 3 filles. Maya en 2004, Kimi en 2005 et Rose en 2007. Déterminé à ne pas reproduire les erreurs de son premier mariage, Goldman prit la décision consciente de se retirer de la vie publique. Il souhaitait être présent aux spectacles scolaires, aux repas en famille, aux routines quotidiennes, ces instants qu'il avait trop souvent manqués avec ses aînés. Le couple s'installa d'abord dans une banlieue tranquille de Marseille, loin de l'attention des médias. Puis, en 2016, ils déménagèrent à Londres, recherchant un anonymat encore plus grand dans une ville
où il pouvait se fondre dans la vie quotidienne. Les amis qui lui rendent visite ou qui restent en contact décrivent un homme en paix avec ses choix. Désormais libéré de la pression des ventes de disques et des récompenses, Goldman trouve son épanouissement dans l'ordinaire. Aider aux devoirs, assister aux réunions scolaires, profiter de promenades tranquilles avec sa famille et partager des repas sans les interruptions de la célébrité. Son retrait des projecteurs ne fut ni soudain, ni empreint d'amertume. Ce fut un pas réfléchi et volontaire vers une existence où les liens personnels et la sérénité comptaient davantage que la reconnaissance publique. Après avoir offert au public des décennies de musique qui a touché les cœurs à travers les générations, Goldman tourna la page, choisissant de se consacrer pleinement aux joies et aux responsabilités de la paternité et de la vie de couple. Un parcours de santé discret. Alors que Jean-Jacques Goldman entrait dans la soixantaine avancée, les fans qui chérissaient sa musique depuis des décennies commencèrent à percevoir un changement. Un changement non annoncé par des gros titres ou des déclarations, mais perceptible à travers son absence croissante de la vie publique. Bien que Goldman n'ait jamais révélé officiellement de diagnostic, divers témoignages et observations au fil des ans ont dessiné le portrait d'un homme affrontant en silence les défis naturels du vieillissement, tout en choisissant de préserver sa santé et son bien-être, loin des exigences épuisantes de la scène. La décision de Goldman de se retirer n'a pas été motivée par une crise de santé soudaine, mais par l'accumulation des effets de longues années passées dans un métier exigeant une immense endurance physique et émotionnelle. Des proches ont confié discrètement que Goldman se fatigue plus facilement désormais, et que son énergie n'est plus ce qu'elle était. S'il demeure vif d'esprit, lisant, écrivant et suivant toujours le monde de la musique, il a accepté que les contraintes physiques des tournées, des longues répétitions et des spectacles sur scène ne sont plus adaptés à sa condition. Sa voix, autrefois capable de puissantes envolées soir après soir, s'est adoucie avec l'âge. Le léger tremblement perceptible dans son timbre lors de ses rares apparitions publiques témoigne de l'usure naturelle d'années passées à chanter, enregistrer et se produire avec passion. Pendant la pandémie de Covid-19, Goldman fit une rare exception à son isolement volontaire. En 2020, il apparut dans une vidéo émouvante enregistrée chez lui, offrant une version revisitée de sa chanson « Il changeait la vie », en hommage aux soignants qui mettaient leur sécurité en péril pour les autres. La vidéo était simple, sans artifice et bouleversante. Les fans remarquèrent la chaleur de son regard et de sa voix, mais discernèrent également une fragilité visible, un signe compréhensible du temps qui passe. Sa silhouette semblait plus fine, ses gestes plus lents, et bien que son esprit transparaissait, il était évident que l'homme qui autrefois remplissait les stades avait amorcé une phase plus douce et plus calme de sa vie. Dans les cercles musicaux et parmi ses anciens collaborateurs, des murmures évoquent que Goldman affronte des maux classiques liés à l'âge, des douleurs articulaires, de légers problèmes respiratoires et une endurance diminuée. Rien d'inhabituel pour quelqu'un approchant des 80 ans, mais pour un artiste dont l'art s'appuyait autrefois sur la présence physique et la puissance vocale, cela constitue une raison supplémentaire de rester en retrait. Goldman n'a jamais cherché la compassion, ni laissé ces changements définir qui il est. Il a préféré adapter discrètement son quotidien, privilégiant des activités qui nourrissent le corps et l'âme sans épuiser ses forces. De simples promenades, des moments en famille et des instants de réflexion ont remplacé les exigences éprouvantes de la vie en tournée. En 2024, Céline Dion, l'une des rares artistes à être restée proche de Goldman, parla avec franchise dans une interview de son choix persistant de fuir la lumière des projecteurs. Elle le décrivit non seulement comme un désir de préserver sa vie privée, mais aussi comme une acceptation lucide des réalités du vieillissement. Jean-Jacques sait que ses jours sur scène sont derrière lui, partagea-t-elle. Il est en paix avec cela. Son cadeau a toujours été la musique, pas la performance. Ces paroles résonnèrent avec les sentiments des fans qui ont toujours respecté son authenticité. Goldman,
bien qu'il ne se produise plus, continue de suivre l'évolution de la musique, offrant discrètement ses conseils aux jeunes artistes qui le sollicitent et écrivant parfois dans l'intimité. Un héritage qui perdure sans lui. L'absence de Jean-Jacques Goldman sur scène n'a en rien diminué la force de sa musique. Ses chansons continuent d'être reprises par de nouvelles générations d'artistes. Des projets comme Génération Goldman et l'héritage Goldman ont permis à son œuvre d'être redécouverte par un public né bien après son dernier concert. Ses hommages remplissent des arènes et des salles de concert, maintenant ses mélodies bien vivantes, alors que Goldman lui-même reste éloigné des projecteurs. Les causes qu'il a défendues poursuivent leur chemin également. Ces décennies d'engagement auprès des Restos du Cœur et des Enfoirés ont permis de récolter des millions d'euros pour les plus démunis en France. Même après avoir quitté la direction des concerts des Enfoirés en 2016, ses chansons demeurent le cœur de l'événement chaque année. Sa philanthropie discrète continue. Pendant la pandémie, il a offert des objets personnels pour des ventes caritatives et soutenu des initiatives au profit des soignants, sans jamais chercher la reconnaissance. Au cinéma, l'histoire de sa famille suscite toujours la fascination. Le film Le procès Goldman, en 2023, a ravivé le débat public sur la vie et la disparition de son frère Pierre. La veuve de ce dernier, Christiane Succab Goldman, s'est exprimée pour défendre la mémoire de son mari, critiquant la manière dont le film l'avait dépeint. Jean-Jacques, fidèle à lui-même, est resté silencieux, laissant les autres débattre pendant qu'il se concentrait sur la vie qu'il s'est construite loin des feux de la rampe. Alors qu'il approche des 80 ans, Goldman incarne une célébrité rare, celle qui n'a pas besoin d'attention constante, celle qui se renforce avec la distance. Ses chansons font désormais partie du patrimoine culturel français et son choix de vivre dans la discrétion n'a fait qu'accroître le respect et l'affection de ses admirateurs. Quelle chanson de Jean-Jacques Goldman occupe une place particulière dans votre cœur? Et pourquoi? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres portraits des plus grandes légendes de la musique.